Bonjour mes chers amis, je vais vous présenter le 10e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule Une cause bien définie. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et surtout à faire des commentaires qui peuvent nous aider à améliorer le contenu de la chaîne. Commençons. Résumé des principes à comprendre et à appliquer au cours de ce 10e chapitre. Lorsque vous comprendrez les principes décrits, vous apprendrez que rien n'arrive sans une cause bien définie. Cela vous aidera à définir des plans en fonction d'une certaine connaissance exacte. Vous apprendrez à contrôler toute situation en activant les causes correspondantes qui produiront les effets souhaités, ce qui vous permettra de toujours gagner. De plus, vous saurez exactement pourquoi vous avez gagné. Un homme ordinaire qui ne comprend pas la loi de causalité est gouverné par ses sentiments et ses émotions. Il n'utilise son esprit que pour justifier ses actions. Par exemple, s'il est un homme d'affaires et qu'il fait faillite, il prétend qu'il n'a pas eu de chance. S'il n'aime pas la musique, il prétend que c'est un luxe inutile. S'il a un travail de bureau mal payé, il dit qu'il réussirait mieux dans la vie s'il avait un travail à l'extérieur. S'il n'a pas d'amis, il prétend que sa personnalité est trop raffinée pour être appréciée par des gens. L'homme ordinaire ne comprend pas vraiment ses problèmes, car ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que des effets de causes précises. Il essaie donc de se consoler avec des explications et des excuses. La seule façon de penser qu'ils connaissent est celle de la défense. En revanche, l'homme qui comprend qu'il n'y a pas d'effet sans cause bien défini a un monde de pensée impersonnel, il analyse les faits jusqu'à leurs conséquences ultimes et suit le chemin de la vérité là où elle mène. Il perçoit les choses très clairement et opère au niveau des causes pour finalement obtenir les effets désirés. C'est pourquoi le monde entier l'honore, l'aime et l'approuve. L'abondance est une loi naturelle de l'univers. Les preuves en sont innombrables et se trouvent partout. Partout où nous la trouvons, la nature est luxuriante, gaspilleuse et extravagante. Elle n'économise pas, mais elle est prolifique dans tout ce qu'elle fait. Il y a des millions et des millions d'arbres, de plantes et d'animaux qui continuent à se reproduire sans fin. Tout cela indique que la nature accumule des provisions pour l'homme. Le fait qu'il y ait une surabondance dont tout le monde pourrait profiter est plus qu'évident. Malheureusement, il est généralement évident que tout le monde ne profite pas de cette abondance. Tous n'ont pas pris conscience que l'universalité de la substance et tous n'ont pas compris que l'esprit est le principe actif qui permet d'attirer à soi ce que l'on veut. La richesse est le produit du pouvoir. Une possession n'est pas considérée comme précieuse s'il ne génère pas de pouvoir. De même, un événement n'est pas considéré comme important s'il n'influence pas le pouvoir d'une manière ou d'une autre.
Tout ce qui existe est une forme de pouvoir à un degré plus ou moins élevé. La connaissance des causes et des effets indiqués par les lois régissant l'électricité, l'attraction chimique et la gravité permettent à l'homme de planifier ses actions avec audace et d'exécuter ses plans sans faille. Ces lois sont appelées lois naturelles car elles régissent le monde physique. Le pouvoir a cependant d'autres nuances. Il y a le pouvoir mental et le pouvoir moral ou spirituel. Le pouvoir spirituel est supérieur car il existe sur un plan plus élevé. Il a fait découvrir à l'homme la loi qui lui a permis de contrôler ces merveilleuses forces de la nature qu'il a mises au service de centaines et de milliers d'hommes. Le même pouvoir a permis à l'homme de découvrir d'autres lois qui prévoient l'anéantissement du temps, de l'espace et, bientôt possible même, la gravité puisse être contrôlée. Le fonctionnement de cette loi dépend du contact spirituel. Dans le monde physique tel que nous le connaissons, il y a des substances organiques et des substances inorganiques. Le monde inorganique ou minéral n'a rien à voir avec le monde végétal ou animal. Le passage entre ces deux mondes est hermétiquement fermé. Ces barrières n'ont pu être franchies jusqu'à présent. Aucun changement de sous-état, aucun changement d'environnement, aucune chimie, aucune électricité, aucune forme d'énergie et aucune évolution d'aucune sorte ne peuvent donner à un atome vivant dans le monde minéral des attributs de la vie. Ces atomes morts ne peuvent acquérir les attributs de la vitalité que si une forme vivante pénètre dans leur monde mort. Sans contact avec la vie, ils restent à jamais figés dans leur sphère inorganique. Les lois physiques expliquent le monde inorganique. Les lois biologiques expliquent le monde vivant, mais personne ne parle de point de contact. Or, il existe une transition similaire entre le monde naturel et le monde spirituel. Ce passage est hermétiquement fermé du côté du monde naturel. La porte qui relie ces deux mondes est fermée et aucun homme ne peut l'ouvrir. Il n'y a pas de changement organique, pas d'énergie mentale, pas d'effort moral, pas de progrès d'aucune sorte qui ne permette à l'homme d'entrer dans le monde spirituel. De même que la plante pénètre dans le monde minéral et lui transmet le mystère de la vie, de même l'esprit universel descend dans l'esprit de l'homme et le dote de qualités nouvelles, étonnantes et fabuleuses, et même miraculeuses. Tous ceux qui ont réussi quelque chose dans l'industrie, le commerce ou l'art le doivent à ce processus. La pensée est le lien entre le monde infini et le monde fini, entre le principe universel et l'individu. Comme nous l'avons vu, une barrière infranchissable sépare le monde organique du monde inorganique. La matière ne peut s'épanouir qu'en s'imprégnant de vie. Lorsque la racine de la plante descend dans le monde minéral et commence à s'étendre et à croître, la matière morte prend vie. Un millier de doigts invisibles commencent à tisser le support le plus approprié pour le nouveau venu et la loi de la croissance commence à faire son effet. Le processus se produit jusqu'à ce que
le lit s'épanouissent. Et comme on l'a bien dit, même Salomon, à son apogée, n'était pas aussi bien habillé qu'un lit. De même, si une pensée pénètre dans la substance invisible de l'esprit universel, à partir duquel toutes choses sont créées, et y prend racine, la loi de croissance commence à s'appliquer. C'est ainsi que naissent les conditions et l'environnement extérieur, qui ne sont rien d'autre que la forme objective de cette pensée. La loi dit que la pensée est la forme vitale, active d'une énergie dynamique qui a le pouvoir de se relier à son objectif en le matérialisant à partir de la substance invisible à partir de laquelle toutes les choses de notre monde visible ou objectif sont créées. C'est la loi qui a permis à toutes les choses de venir à l'existence dans la manifestation. C'est le grand secret de la réalisation qui permet d'acquérir au lieu secret du très haut et de dominer toutes les choses. Celui qui comprend cette loi peut décréter une chose, elle se réalisera sur le champ. Il ne peut pas être autrement si l'âme de l'univers tel que nous le connaissons est l'esprit universel. Cela signifie que l'univers n'est rien d'autre que la forme extérieure de cet esprit, que cet esprit a prise. Nous ne sommes nous-mêmes que les esprits individualisés qui créent de la même manière l'environnement extérieur nécessaire à notre croissance. Ce pouvoir créatif dépend de la reconnaissance du potentiel de l'esprit ou du mental et ne doit pas être confondu avec l'évolution. La création est le fait d'amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas auparavant dans le monde objectif. L'évolution n'est rien d'autre que le développement du potentiel de quelque chose qui existe déjà. Si nous voulons profiter des merveilleuses possibilités d'application de cette loi, nous devons réaliser que nous ne contribuons en rien à son efficacité. Comme l'a dit le grand maître, ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais le Père qui est en moi. Nous devons adopter exactement la même attitude. Nous ne pouvons que nous mettre à l'unisson avec la loi et le mental universel se chargera de générer les résultats que nous désirons. La grande erreur de notre époque est l'idée que l'homme doit donner naissance à cette intelligence qui détermine l'infini pour générer les résultats qu'il désire. Il n'en est rien. Nous pouvons en toute confiance laisser à l'esprit universel le soin de trouver les solutions et les moyens les plus appropriés pour matérialiser nos objectifs. Il suffit de créer l'idéal désiré et cet idéal doit être parfait. Comme nous le savons, les lois de l'électricité ont été formulées de telle sorte que cette puissance invisible peut être contrôlée et utilisée pour notre bénéfice et notre confort de milliers de façons différentes, ainsi qu'elle nous permet d'envoyer nos messages dans différentes parties du monde, de mettre en marche de puissantes machines et d'éclairer le monde entier la nuit. Mais nous savons tout aussi bien que si nous devrions violer cette loi inconsciemment ou volontairement en touchant un câble
électrique mal isolé, le résultat sera extrêmement désagréable, voire désastreux pour nous. L'incompréhension des lois qui régissent le monde invisible produit des résultats similaires et de nombreuses personnes en souffrent. Les scientifiques affirment que la loi de causalité dépend de la polarité, de la force d'un circuit. Il ne peut se transformer que si nous agissons en harmonie avec la loi. Mais comment pouvons-nous agir en harmonie avec elle si nous ne la connaissons pas? Comment pouvons-nous connaître cette loi? Uniquement par l'étude et l'observation. Nous voyons cette loi agir partout. La nature entière témoigne de l'application de cette loi sous la forme de la loi silencieuse mais immuable de la croissance. Là où il y a croissance, il doit y avoir vie. Partout où il y a de la vie, il doit y avoir de l'harmonie, afin que tout ce qui est vivant puisse attirer à lui les conditions et les substances nécessaires à sa pleine expression. Si votre pensée est en harmonie avec le principe créateur de la nature et l'esprit infini, elle suivra automatiquement ce circuit et vous reviendra non pas les mains vides, mais accompagné d'autres pensées de même nature. En revanche, si vous émettez des pensées qui ne sont pas en harmonie avec l'infini et ne créent aucune polarité et ne donnent lieu à aucun circuit. Dans ce cas, que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque une dynamo produit de l'électricité, mais que le circuit est coupé et que cette électricité n'a pas de débouché? C'est simple, la dynamo s'arrête. Il en va de même pour vous. Si vous cultivez des pensées qui ne sont pas en harmonie avec l'infini, qui ne peuvent pas être polarisées, ils ne donneront pas lieu à un circuit. Vous vous retrouverez donc isolé et vos pensées s'accrocheront désespérément à vous, vous harcèleront et vous inquiéteront et vous rendront malade. À la fin, elles peuvent même vous tuer. Les pensées constructives doivent être créatives par excellence. En outre, elles doivent être harmonieuses, éliminant ainsi toute pensée destructive et compétitive. La sagesse, la force, le courage et toutes les conditions harmonieuses sont la conséquence de la force. Comme nous l'avons vu, tout pouvoir provient de l'intérieur. De même, tout manque, toute limitation et toute circonstance défavorable sont les résultats de la faiblesse, qui n'est rien d'autre qu'un manque de puissance. Elle n'a pratiquement aucune origine. En fait, elle ne signifie rien. Son remède est le développement de la force, qui ne peut être obtenu que par la seule méthode, l'exercice. Cet exercice consiste à appliquer les connaissances que vous possédez déjà. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même, c'est à vous de l'appliquer. L'abondance ne tombera pas du ciel sur vos genoux. Au contraire, la réalisation consciente de la loi de l'attraction et le soutien ferme de votre intention de réaliser un objectif spécifique et clairement défini engendront inévitablement la matérialisation de votre désir grâce à la loi naturelle du transfert. Par exemple, si vous concluez une affaire, celle-ci se développera par le biais de certains canaux réguliers. Progressivement, de nouveaux canaux de distribution sont susceptibles d'apparaître et lorsque la loi sera pleinement opérationnelle,
vous constaterez que les choses dont vous avez besoin viendront d'elles-mêmes à vous. L'exercice pour ce chapitre consiste à choisir un endroit vide sur le mur et à tracer mentalement une ligne horizontale noire d'environ 15 cm de long. Essayez de visualiser cette ligne comme si elle était réellement tracée sur le mur. Ensuite, dessinez mentalement deux lignes verticales qui se joignent de part et d'autre à cette ligne horizontale. Tracez ensuite une nouvelle ligne horizontale reliant les deux lignes verticales. Vous obtiendrez ainsi un carré. Essayez de visualiser ce carré aussi parfaitement que possible. Si vous y parvenez, dessinez mentalement un cercle à l'intérieur du carré. Enfin, placez un point au centre de ce cercle. Ensuite, déplacez ce point d'une dizaine de centimètres vers vous. Vous avez maintenant un cône à base carrée. À la fin de l'exercice, changez la couleur des lignes. Faites-les noir, blanc, puis rouge, puis jaune. Si vous avez réussi à pratiquer cet exercice, vous avez fait d'excellents progrès. Vous pouvez bientôt concentrer sur le problème qui vous préoccupe. Des questions et des réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Qu'est-ce que la richesse? La richesse est un produit du pouvoir. Quelle est la valeur des biens? La valeur d'une possession est le pouvoir qu'elle confère. Quel est l'intérêt de connaître les causes et les effets? Elle permet aux gens de planifier et de mettre en œuvre leurs projets. Comment la vie apparaîtrait-elle dans un monde inorganique? Seulement en introduisant une forme vivante dans ce monde. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quel est le pont entre le monde fini et le monde infini? Ce pont est la pensée. Pourquoi? Parce que le principe universel ne peut se manifester qu'à travers l'individu. Pourquoi tant de personnes ne parviennent-elles pas à vivre une vie harmonieuse? Parce qu'elles ne comprennent pas la loi. Ils ne créent aucune polarité et ne donnent lieu à aucun circuit. Quel est le remède? Le remède réside dans la connaissance consciente de la loi de l'attraction et dans l'application d'une ferme intention de l'utiliser dans un but clairement défini. Quels seront les résultats? La pensée se rattache à son objet et l'amène à se manifester. La pensée est le produit d'un homme spirituel et l'esprit est le principe créateur de l'univers. Voilà mes chers amis, le 10e chapitre du livre de Charles Haanel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt pour la prochaine vidéo.